Depuis l'arrivée d'Internet, n'importe quoi peut devenir viral. Vraiment n'importe quoi. Mais si la majorité des jeux vidéo viraux ont été découverts en regardant un créateur de contenu y jouer, ces jeux viennent souvent avec un constat simple. C'est plus le fun de regarder un inconnu crier que de le faire soi-même et recevoir des plaintes de tapage nocturne. Dans Five Nights at Freddy, on contrôle un gardien de sécurité qui doit survivre 5 nuits dans une pizzeria familiale hantée par des animatroniques super mignons, mais aussi super meurtriers. Depuis que j'ai joué, j'ai l'impression que si je vais à Walt Disney, je suis une mascotte qui arrive trop vite dans mon angle mort de finir en prison pour avoir frappé Dingo. Le gameplay est super simple et efficace en étant un point and click, mais c'est l'ambiance qui fait le charme du jeu. Ouais, je dois revoir ma définition de charmant. Je vous déconseille d'essayer de charmer une fille en courant vers elle avec un crochet. L'incroyable succès de la franchise rend l'origine de Five Nights at Freddy hilarante parce que Scott Cawthon a eu l'idée après des critiques de son jeu précédent pour enfants. Les joueurs de Chipper & Son se plaignaient que les personnages faisaient peur de manière non volontaire, que ce soit à cause de leur mouvement ou leur visage sans émotion, c'est comme s'ils n'étaient pas vraiment vivants, comme s'il n'y avait pas d'âme. Et c'est vrai, ce castor-là cache clairement un lourd secret. Coop s'est présenté comme un jeu de course à pied, mais ça ressemble plus à un simulateur de c'est quoi être un bébé girafe. Sérieux, j'ai plus de facilité à faire un moonwalk que courir. Le jeu est basé sur la physique poupée de chiffon où avec 4 touches du clavier, je vous laisse deviner lesquelles, on contrôle un athlète aussi flexible que les machines d'entraînement que tu peux plier sous le lit. C'est devenu viral sur Internet en décembre 2010 vu la simplicité de son concept, mais c'est la difficulté de son gameplay qui a aidé le site du créateur Bennett Foddy à atteindre 30 millions de clics mensuels. Usain Bolt était divertissant, mais pas mal moins qu'un gars qui abandonne après 3 heures avec les genoux éraflés en criant « Pourquoi est-ce que je porte pas de short? » Flappy Bird, c'est l'exemple ultime du jeu frustrant parce que ça semble beaucoup plus facile que ce l'est vraiment. L'inspiration vient du simple fait de faire rebondir une balle de ping-pong le plus longtemps possible sur une raquette, et c'est vrai que ça ressemble, mais ici c'est comme si on remplace la balle par un œuf. Oh merde! Le jeu est sorti dans l'indifférence totale le 24 mai 2013, mais étrangement vers la fin janvier 2014, c'est au top de la Pole Star et quand PewDiePie a joué, ça explosait encore plus. Au début de février, Flappy Bird avait plus de 50 millions de téléchargements et le créateur faisait 50 000 par jour avec les publicités, ce qui est pas si mal pour un jeu gratuit qui a fait en 2-3 jours. Si Doug Nguyen était à la base content du succès de son jeu, il a commencé à recevoir des milliers de messages de haine, donc il a fini par retirer son jeu de la vente. Ce qui lui a valu des milliers de messages de haine. Happy Wheels, ça c'est le jeu qui nous apprend que des fois, c'est mieux d'avoir un père absent. Sérieux, je veux savoir ce que le père a dit en mettant son casque et en regardant son fils qui en a pas. Non, t'as voulu perdre le tien, assume les conséquences, Tommy. Papa, moi, c'est Benjamin. Il y a d'autres personnages pour affronter les millions de niveaux différents créés par les joueurs, mais les classiques restent le père de l'année ou le vieux monsieur dans un fauteuil surnommé Aïe aïe Calice. Le jeu est devenu une sensation Internet grâce à des milliers de vidéos YouTube qui viennent tous avec la même trame sonore. Slender, The 8 Page, juste appelé Slender avant qu'une suite voie le jour en 2013, est excellent pour nous rappeler de toujours se méfier des grands hommes blancs en costume. C'est vrai que c'est terrifiant un banquier. Slender a été fait en un peu moins de 2 mois et c'est basé sur Slenderman, une histoire d'horreur provenant d'un forum Internet. En gros, c'est un monsieur sans visage et super grand qui kidnappe des enfants, probablement parce qu'il est tanné de se faire demander s'il joue au basketball. Le but du jeu est simple, trouver 8 feuilles de papier dans une forêt sous le son paisible de la nuit, jumelé à la respiration d'un asthmatique après un effort modéré. On doit éviter à tout prix Slenderman pour pas que notre écran devienne une télévision des années 60 une journée venteuse, et même si la forêt fait peur, c'est quand on se retrouve dans des endroits fermés que c'est le plus stressant. Le pire, c'est qu'on réalise ce qui est derrière nous juste quand on se retourne, donc j'ai trouvé une solution. Ne jamais me retourner. Oh, j'ai déjà lu un guide de survie, je le sais que la meilleure technique c'est le déni. Dans Getting Over It, on contrôle un homme chauve, musclé, sans chandail, armé d'une masse dans un chaudron. Je suis un peu déçu qu'on n'est pas dans les années 90 parce que vu la mode des adaptations au cinéma, ça aurait fait un excellent film avec Bruce Willis. C'est un jeu super simple créé par le développeur de Coop, Bennett Foddy, où tu fais juste escalader des obstacles. Avec le temps, tu débloques pas des nouveaux mouvements, juste des nouveaux degrés de frustration. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Ah, la narration, les sages paroles jumelées à la musique classique au piano, ça change un homme.
Le jeu reste quand même très bon, les contrôles sont précis, donc si t'échoues, c'est pas à cause du jeu, c'est toi qui as fait une erreur. C'est un peu comme Dark Souls, sauf qu'ici on se bat pas contre des dragons, mais la gravité. Ça nous rappelle que la vie est fragile, on est à un faux mouvement de tout perdre. Ouais, cette morale-là est pas philosophique. Faites attention en haut d'une montagne. Among Us, c'est un jeu multijoueur en ligne de déduction sociale, surtout inspiré de jeux de société comme Mafia et Loup-garou ou même du film The Thing. Grosso modo, un groupe d'employés doit démasquer les imposteurs qui sont là pour gâcher la mission et c'est un jeu parfait pour socialiser durant la pandémie. En fait, à sa sortie en 2018, le jeu avait en moyenne seulement de 30 à 50 joueurs simultanés, mais avec les gens coincés à la maison, c'est devenu un phénomène planétaire. Le seul problème, c'est que ça prend un groupe d'amis disponibles en même temps. On peut jouer avec des inconnus, mais c'est pas pareil. Même si on est chanceux que les gens quittent pas, c'est moins drôle de bluffer quelqu'un que tu connais pas. Haha, je t'ai eu, Fred! Mon nom, c'est Sylvain. La paranoïa s'installe rapidement parce que tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Des fois, tu te dis « Ok, je vais rester avec lui, comme ça personne peut sortir de nulle part pour me tuer », mais finalement c'est pire parce que tu fais juste chiller avec ton futur meurtrier. Les discussions de fin de tour sont parfaites parce que ton but c'est de pas te faire accuser, donc pour ça t'accuses quelqu'un, mais il faut pas que tu l'accuses avec trop de conviction, sinon peut-être que tu mens. Mais en même temps, si tu dis absolument rien, ça te rend encore plus suspect parce que tu essaies de passer sous le radar, et là tout le monde est comme « C'est vrai qu'il a pas dit un mot ». Là tu te justifies en panique, mais ils te sortent quand même, puis finalement ton micro était sur mute. Fall Guys a explosé environ en même temps, mais c'est un peu différent parce qu'ici, le jeu a connu du succès dès son lancement. En fait, la semaine avant sa sortie durant la bêta fermée, Fall Guys est devenu le jeu le plus regardé sur Twitch, c'était même le 6e meilleur vendeur sur Steam quand il était disponible en pré-vente. Contrairement à beaucoup de batailles royales qui sont souvent des jeux de tir, Fall Guys est facile à comprendre et à prendre en main pour n'importe qui n'a pas une phobie des haricots. T'as juste besoin de sauter, plonger, courir, bref, c'est beaucoup plus simple à maîtriser pour les joueurs occasionnels. Le level design est créatif et le plus important, le jeu est fun. Une des raisons principales pour la chute du jeu, c'est qu'initialement, il y avait juste 25 épreuves, donc tu fais le tour rapidement. Les gens ont commencé à optimiser leur stratégie et c'était plus vraiment vrai que tout le monde pouvait gagner. À la base, Fall Guys était parfait pour relaxer en faisant un peu n'importe quoi, mais si je dois commencer à étudier les détails de chaque jeu pour maximiser mes chances d'être le dernier haricot debout, je vais faire quelque chose de plus le fun. Parlant de bataille royale, c'est impossible de ne pas mentionner Fortnite et PUBG qui ont propulsé le style au sommet du monde en 2017. C'est pas pour rien que PUBG tient encore à ce jour le record de joueurs simultanés sur Steam avec plus de 3 millions. Le concept est grandement inspiré du film culte japonais Battle Royale. En fait, le format porte littéralement son nom et ça sonne bien. On a été chanceux que l'inspiration vient pas de ce film-là. Tu joues surtout à ça pour le stress que ça amène, le sentiment que chaque décision est importante. Même les moments banals deviennent intenses parce que courir dans une plaine où tu es vulnérable peut gâcher les 20 minutes que tu as investies dans la partie. Le sentiment de triompher dans un bataille royale vient avec une euphorie dure à décrire. On se souvient tous on était où pour notre première victoire. Devant ma télé? Mais les deux jeux ont quand même des différences assez marquées. PUBG est plus réaliste, il y a beaucoup de temps mort, ce qui peut être un peu décevant, mais pour moi, c'est ça qui rend les moments intenses jouissifs. Si tous les moments sont intenses, est-ce que les moments intenses sont vraiment intenses? On a tous vécu le 100 morts en 10 minutes de Shipman avec un regard de plus en plus vide après chaque explosion. Fortnite, de son côté, débarquait avec des mécaniques uniques pour un bataille royale, sur tout ce qui tourne autour de la construction. Le jeu est aussi plus axé sur le fun. C'est pas réaliste, mais ça cherche pas à l'être non plus. Ironiquement, Fortnite vient à la base de Save the World, un jeu de survie face à des hordes de zombies. C'est en voyant le succès de PUBG que les développeurs se sont dit pourquoi pas faire pareil, mais avec le système de construction déjà en place pour Save the World. Ils ont réussi à faire une adaptation pour un mode bataille royale en seulement un mois et le reste fait partie de l'histoire. Fortnite a attiré plus de 125 millions de joueurs à sa première année. En fait, c'était rendu tellement connu que des athlètes professionnels célébraient avec des danses Fortnite. Les deux jeux sont encore très à la mode et en vrai, c'est pas surprenant. Ça nécessite beaucoup de stratégie. On doit essayer de tendre des pièges aux autres joueurs pour les pousser à faire une erreur. C'est comme jouer aux échecs, mais au lieu de se terminer par une poignée de main, le gagnant fouille le cadavre du perdant. Ouais, c'est un peu moins noble.
Mais tout ça, c'est rien comparé à Pokémon Go, un des jeux au lancement les plus fous que j'ai vus. 2 mois après sa sortie, il y avait déjà plus de 500 millions de téléchargements, même si ce vieux monsieur sur un bicycle compte pour genre 14. Fidèle au concept de Pokémon, le monsieur a même évolué. Oh, lui, c'est un Pokémon de type normal et retraité. L'été 2016, c'était le retour de la Pokémania. Il y avait des hordes de gens qui couraient ensemble et c'était à la fois cool, mais aussi terrifiant pour n'importe qui connaissait pas le contexte. C'était ridicule. Si tu voyais un gros groupe de gens, tu pouvais t'intégrer en disant « Vous jouez à Pokémon Go » et 9 fois sur 10, tu te faisais pas tabasser. Ironiquement, le jeu est parti d'une blague de poisson d'avril pour une collaboration entre Nintendo et Google Maps en 2014. Puis finalement, en voyant la réception, Nintendo s'est dit « Attends une minute, c'est vraiment une bonne idée. » Pokémon Go a popularisé les jeux où notre location et nos déplacements dans la vraie vie sont cruciaux, ce qui peut promouvoir l'activité physique, les discussions entre inconnus et la conduite dangereuse. C'est un peu bizarre que des gens ont risqué leur vie pour un papillusion. Est-ce que pour vous aussi, c'est un shiny? Ça a même été plus loin. Par exemple, au Missouri, des gens ont utilisé un leurre à 2 h le matin pour faire apparaître des Pokémon dans un endroit isolé et attirer quelqu'un pour voler son téléphone. J'imagine juste le malaise que la victime a dû ressentir quand elle a réalisé que les 3 gars avec une cagoule étaient pas là pour gros tonnes morves. Mais malgré le succès incroyable de Pokémon Go, le jeu était loin d'être parfait. En plus des nombreux bugs, une fois qu'on s'habitue au concept de capturer des Pokémon, ça devient de moins en moins spécial. C'est presque une corvée. Sérieux, après combien de taux piqueurs tu commences à remettre ta vie en question d'aller au coin de la rue à 3 h le matin? 32. La réponse, c'est 32. Des raids ont été introduits 1 an plus tard, tout comme d'autres éléments comme les Pokémon de la génération 2, mais le jeu n'a jamais su recréer la folie des premières semaines. Et heureusement, un gars a joué pendant l'accouchement de sa femme. Et le point humiliant, c'était pas l'accouchement, c'est que c'était pour un roucoule. En 2024, le monde a été pris d'assaut par Pokémon avec des guns, a.k.a. Palworld. C'est quand même drôle parce que quand Pokémon Go était annoncé en poisson d'avril, les gens pensaient que c'était vrai, mais quand Palworld a été annoncé en 2021, tout le monde était comme « Hey, ça se peut pas là, on est le 5 juin! » En plus des armes qui ont un côté humoristique et controversé, le fait de pouvoir manger des pales ou les utiliser comme esclaves dans des usines était la meilleure façon d'avoir de la publicité gratuite. Et à sa sortie, le jeu a non seulement fonctionné en termes de vente, mais surprenamment, c'était pas juste un coup d'argent, c'est un bon jeu. Oui, c'est une copie de Pokémon sur plusieurs points, mais c'est pas inférieur à tous les niveaux et Pokémon gagnerait beaucoup à prendre exemple sur certains éléments comme tout ce qui entoure la survie, la construction de base qu'on doit défendre, la gestion de nourriture. Ici, l'aventure est plus immersive. Il y a des raisons de capturer des pals, même s'ils sont pas puissants et qu'on va pas les utiliser en combat parce qu'ils peuvent travailler dans notre base. Dans Pokémon, attrapez-les tous, ok, mais qui prend un Rattata de manière non ironique? Le jeu est créatif sans trop se prendre au sérieux et ça on le remarque dès la création de notre personnage. Palworld, c'est Pokémon si Sacha avait jamais skip un leg day. Une des plus grosses controverses du jeu qui est un peu décevante, c'est le plagiat du design de certains pals qui sont même pas subtils. Un corbeau avec un chapeau, sérieux? À la surprise de personne, ils ont été poursuivis par Nintendo le 19 septembre 2024. Par exemple, maintenant il faut utiliser une voile pour voler au lieu d'un pals, et c'est fou qu'ils ont réussi à protéger légalement l'action d'utiliser son animal pour glisser dans les airs. Un avocat a dû débattre ce point en cours. Et un autre avocat a perdu contre ce point. Minecraft, c'est le jeu sandbox par excellence où les possibilités sont infinies, même si au final tous les chemins mènent à de la torture de villageois. La simplicité du jeu, mais surtout sa créativité, lui ont permis de se démarquer et devenir un phénomène culturel. En janvier 2011, la bêta avait 1 million de comptes et 6 mois plus tard, c'était déjà à 10 millions avant même la sortie officielle. Maintenant, Minecraft est le jeu le plus vendu de l'histoire avec 350 millions de copies et sa popularité ne ralentit pas avec près de 170 millions de joueurs actifs en 2025. Beaucoup de joueurs sont tombés en amour avec le jeu parce que même si initialement c'était vide, les possibilités étaient quand même infinies. L'histoire, c'est le joueur qui l'a fait en jouant. Il n'y avait aucune ligne directrice, aucune cutscene, aucun acteur, rien. C'est dans notre tête. Pouvez-vous imaginer si Steve était interprété par Jack Black? Ok, faites pas ça. Le mode survie est super cool. Non seulement tu construis ce que tu veux comme en mode créatif, mais tu as dû obtenir tous les matériaux qui constituent ta construction. C'est gratifiant de faire cette merde-là. C'est ma merde.
Maintenant, je comprends les parents qui montrent des photos de leur bébé en étant fiers, même s'ils sont tout rouges et remplis de morve. Lethal Company est un des exemples les plus récents, étant sorti le 23 octobre 2023, et c'est un jeu d'horreur coopératif qui est devenu populaire sur Steam, surtout grâce à des milliers de streamers. Le concept est simple, on a un employé qui doit ramasser des matériaux sur diverses lunes et si on n'atteint pas un certain quota établi par la compagnie, on est essentiellement tué. Donc c'est un peu comme travailler dans une usine de téléphone en Chine. Par contre, on n'est pas seul sur les lunes, il y a des monstres, les lieux qu'on visite sont aussi piégés, bref, les conditions de travail sont vraiment pas en la faveur de notre succès. Comme dans une usine de téléphone en Chine. L'ambiance du jeu est fantastique, c'est vide et laid, mais c'est parfait, ça ajoute au fait qu'on veut vraiment pas être là. On sent qu'on doit être nerveux et pour ça, le chat de proximité est grandiose. Quand tu entends un joueur dans la pièce d'à côté crier, tu sais que t'es sûrement le prochain. Tous les lunes ont un édifice principal où, oui, c'est là qu'il y a le plus de matériaux, mais c'est aussi là qu'on veut le moins être. En plus, les monstres et les pièges sont aléatoires, donc c'est super imprévisible. La variété des créatures est impressionnante, avec certaines qui font juste voler nos matériaux, d'autres ont peur de nous et se sauvent, alors que d'autres veulent essentiellement notre mort. Comme les dirigeants d'usines de téléphone en Chine.